passé une très belle après-midi. On se retrouve ce soir. Bonjour à tous, bienvenue dans le Journal des Alpes. Au sommaire, une filière d'armes de collection dans le collimateur de la justice. Il s'agit d'armes démilitarisées revendues sur un site des pays de l'Est. En Isère, 2 personnes ont été mises en examen pour importation et détention de ce type d'armes. Des camions au gaz naturel en Haute-Savoie, l'idée fait son chemin à l'initiative de quelques transporteurs de la vallée de l'Arve. Des précurseurs un peu seuls face aux nouveaux problèmes économiques que cela provoque. Et puis un vendredi sous les nuages avec un temps plutôt calme et peu de précipitations en plaine où les températures restent douces jusqu'à 12 degrés cet après-midi. Manque de neige, douceur des températures, la fréquentation des pistes de ski est en baisse de 20%. Sur tout l'Hexagone en moyenne, en ce début de saison, les Alpes n'échappent pas à la crise avec de fortes disparités et des stations au bord du gouffre. Malgré le retour du froid et les flocons annoncés, la pente sera difficile à remonter. Denis Duguet. Si certains domaines n'ont pas pu ouvrir la moindre piste, comme en Chartreuse, ailleurs comme au Sept-Lô en Isère, la baisse atteint même les 80%. Les remontées mécaniques ont souvent été doublement pénalisées. Elles ont moins vendu de forfaits, mais ont dû en même temps accorder des baisses de tarifs pour cause d'ouverture partielle. Parallèlement, beaucoup d'entreprises se retrouvent en grande difficulté financière. 58 en Savoie et 31 en Isère ont déposé des demandes d'indemnisation pour activité partielle du fait du manque de neige. Seules les plus grandes stations comme Val d'Isère ou Tignes ont mieux résisté. Et à Val Thorens, la fréquentation n'a reculé que de 2,9%. Avec le retour du froid et de la neige ces derniers jours, les professionnels du ski reprennent espoir. Mais la saison ne devrait hélas pas suffire à combler le retard pris, d'autant que les perspectives ne sont pas au beau fixe pour les vacances de février. Et nous partons tout de suite au col de Porte en Isère, où nous attend Dominique Pilat. Bonjour madame. Vous êtes la directrice de ce petit bout de station atypique qui ouvre enfin ce week-end. Ça veut dire qu'il y a assez de neige pour relancer l'activité maintenant ? Eh bien, écoutez, la neige a fait son apparition il y a quelques jours et aujourd'hui, on peut vous dire qu'on va ouvrir nos pistes, enfin une partie de nos pistes demain samedi, mais partiellement parce que effectivement sur la partie un peu plus haute, on n'a pas pu damer, il n'y avait pas assez de neige. Une neige, j'imagine, un petit peu molle. Vous êtes à 1300 mètres d'altitude là-haut. C'est pas trop mou pour skier. C'est pas de la neige de printemps ? Bah non, c'est pas vraiment de la neige de printemps, c'est de la neige mouillée par contre, parce qu'après les bonnes chutes de neige qu'on a eues il y a 2 jours, hier on a pris pas mal de pluie, donc c'est de la neige qui est vraiment très très mouillée et en plus elle est tombée sur un sol relativement chaud du fait des vacances de Noël qu'on a eues. Mais par contre c'est une neige qui se dame bien, donc on espère avoir à nouveau quelques chutes de neige qui nous permettront sur cette sous-couche d'avoir un manteau neigeux qui soit parfait pour accueillir nos clients. Alors, c'est une nouvelle équipe qui prend les rênes de la station cette année. Et qu'est-ce qui va changer pour les habitués, pour les skieurs qui viennent vous voir tous les ans ? Eh bien, écoutez, nous, ce qu'on espère, c'est arriver à redynamiser un petit peu le site. Ce qui va changer en matière, de propositions aux touristes, c'est le fait de pouvoir éventuellement louer le site ou faire organiser sur le site des manifestations privées. C'est redévelopper également au niveau des clubs, peut-être des courses sur la piste de Chamchaude qui est homologuée pour ça. Et puis remettre en circuit le snowpark qui avait été organisé par une association locale mais qui ne pouvait pas pérenniser son activité. Nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir faire des nocturnes et que ce snowpark fonctionne régulièrement pour les jeunes de la région grenobloise. Merci à vous, madame, d'avoir répondu en direct à ces questions et bonne chance à cette nouvelle équipe. Merci à vous. Des températures douces, on le disait, propices forcément aux avalanches. Les fortes chutes de neige tombées sur un manteau très instable engendrent une situation à risque hors des pistes balisées. Risque 4 sur 5, autant dire que les avalanches ne demandent qu'à partir. Grégory Lespinasse, Dominique Bourget.
Attendue pendant des semaines, la neige est là en ce mois de janvier, mais avec un risque d'avalanche élevé, 4 sur une échelle de 5 niveaux. Alors Météo France lance une alerte pour les jours à venir. En cause, une accumulation de chutes de neige sur des sous-couches sans cohésion. Souvent, on prend l'image de roulements à billes, de neige qui ne présente pas de cohésion. Et l'empilement successif de ces épisodes neigeux depuis le début janvier donne finalement une architecture globale du manteau neigeux fragile, parce que cet empilement repose sur des bases fragiles. Une douceur surprenante dans ce début d'hiver particulier, où tous les skieurs mordus de grands espaces sont dans les starting blocks. On peut se laisser emporter par l'engouement et puis l'appel de la poudre, mais il faut vraiment brancher le cerveau parce qu'on a des conditions qui sont vraiment très mauvaises en ce moment. Des chutes de neige qui, en cumulé, ont pu atteindre 1 mètre en 4 jours. Pour cette association spécialisée dans l'étude des avalanches, le manteau neigeux est très complexe et le risque est donc très grand. Je pense que les gens qui sont peu expérimentés, faut qu'ils s'abstiennent de sortir. Pour des gens qui ont déjà du bagage un peu technique et puis de l'expérience, il va falloir qu'ils mettent en place des vraies méthodologies parce qu'on est vraiment sur des situations très dangereuses. En début de semaine, Théo Lange, un virtuose du freestyle, a été emporté dans une avalanche à Tignes alors qu'il était en train de se filmer. Il s'en est sorti mais a vu en quelques minutes toute sa vie défiler. L'année dernière, 45 personnes ont perdu la vie à cause d'avalanches. Et un skieur averti en vaut 2 au moins. Malgré tout, la neige reste la neige et elle a inspiré les aficionados des réseaux sociaux. Je vous invite à visiter notre site France 3 Alpes pour découvrir photos et petites réflexions des internautes sur le thème de la neige. Vous allez vous régaler. En Isère, 2 personnes ont été mises en examen pour importation et détention d'armes et de munitions. Ces collectionneurs avaient acheté des armes automatiques démilitarisées sur un site internet basé en Europe de l'Est, une filière qui est dans le collimateur de la justice depuis les attentats de janvier dernier. Cédric Picot, Jean-Pierre Rivet. Un pistolet mitrailleur Scorpio, un fusil d'assaut VZ58, une carabine semi-automatique. Les acheteurs isérois auraient cédé en toute bonne foi à une lubie qui sévit chez certains collectionneurs. Des armes de guerre en vente sur le site internet d'une firme slovaque. Pour une centaine d'euros, il est possible d'y acquérir une arme démilitarisée selon les normes locales, mais jugée illégale en France. Ces armes, qui ont été démilitarisées à la façon slovaque, par exemple, peuvent être, je ne dirais pas facilement, mais peuvent être remilitarisées. Et c'est le danger. Donc on achète des armes qui sont neutralisées. En France, on les remilitarise et puis on peut évidemment les vendre ou en faire un mauvais usage. C'était le cas pour Amédi Koulibaly. Les 8 et 9 janvier dernier, c'est avec des armes achetées en Slovaquie et remilitarisées que le terroriste avait sévi à Montrouge et à l'hypercachère de la porte de Vincennes. Un événement dramatique qui retombe aujourd'hui sur le monde des collectionneurs. À partir d'avril 2016, un règlement européen durcira encore plus la neutralisation des armes automatiques de collection. Elles seront alors totalement inopérantes. On ne pourra plus faire ça, ça sera totalement soudé et la culasse va être changée par un bloc de ferraille. Le chargeur va être soudé, en fait ça sera un presse-papier un peu encombrant. Donc ça perdra totalement son intérêt de collection puisque ça ne fonctionne plus. C'est un petit peu comme si on décidait qu'une horloge du XVIIIe siècle, on devait souder le mécanisme et que ça fasse plus le tic-tac. En attendant le nouveau règlement européen, la justice française joue la fermeté contre toute forme de circulation et d'importation d'armes en France. Tout acheteur d'armes démilitarisées en provenance de Slovaquie risque la confiscation complète de sa collection, une forte amende et une peine de 5 ans de prison. En Haute-Savoie, le conseil départemental compte investir 5 millions d'euros pour accroître l'activité de l'aéroport d'Annecy. Il mise sur un accroissement du trafic des vols d'affaires notamment, un projet d'extension qui inquiète les riverains de l'aérodrome qui craignent une augmentation des nuisances. Reportage Joël Serroni et Christian Mathieu. C'est un homme d'affaires qui rentre chez lui à Dublin en Irlande, un habitué de l'aéroport d'Annecy. Comme lui, ils sont 20 000 chaque année à emprunter cette piste de décollage. Une piste qui les amène en quelques secondes au-dessus de l'appartement d'Antoine Calfaillant. Si on nous annonce encore des nouvelles arrivées d'avions, c'est sûr que ça deviendra infernal. Les associations de riverains sont vent debout contre un projet d'investissement annoncé par le conseil départemental. Pas question de devenir une annexe de l'aéroport de Genève-Saturé. On ne veut pas que Genève se déleste de son aviation d'affaires.
sur un petit aéroport comme ça, et avoir 25, 27, voire 30 jets par jour qui décollent et qui passent à 50 mètres dans des immeubles d'habitation, je vous assure que c'est quand même assez impressionnant. Actuellement, ils arrivent ici, après ils prennent un hélicoptère pour aller à Tignes, Courchevel, Val d'Isère. Tout ça, ça n'apporte pas grand-chose au point de vue économique à l'agglomération, mais nous, on en supporte les nuisances. Un avis que ne partage pas Christian Monteil, bien décidé à soutenir et à développer l'activité de cet aéroport, propriété du département de la Haute-Savoie. Il nous rapporte environ 250 000 € par an, c'est la contribution que SNC-Lavalin apporte au département. Et vous voyez qu'un investissement de 4 ou 5 millions d'euros sera amorti sur une vingtaine d'années. Donc ce n'est pas une opération coûteuse pour le département, c'est un investissement à terme et c'est un investissement sur l'économie, sur l'emploi, sur l'activité. Sur cette zone, le département aménagera des parkings et des voiries. À proximité, un espace sera réservé à la construction de hangars, financés par des entreprises de maintenance aéronautique ou d'aviation d'affaires. Un développement raisonnable et raisonné selon les élus départementaux qui misent à terme sur la création d'une 50aine d'emplois. Les transporteurs de la vallée de l'Arve et leurs véhicules diesel ont mauvaise presse dans ce secteur très pollué de la Haute-Savoie. Une poignée d'entre eux se mobilise pourtant pour changer ces pratiques et rouler au gaz. Une avancée écologique prometteuse, mais il reste encore beaucoup à faire. Ariane Comsavari, Christian Mathieu. C'est un bijou de technologie. Dernière acquisition de ce transporteur au Savoyard. Un poids lourd alimenté uniquement au gaz naturel. Du pot d'échappement ne sort aucune particule fine et beaucoup moins de gaz carbonique et de dioxyde d'azote qu'un véhicule diesel. Ce n'est pas des gaz d'échappement, c'est de la vapeur d'eau uniquement. Donc on peut le laisser tourner enfermé dans ce local sans problème pour la santé puisque les gaz sont quasiment inutiles. Pas pratiquement, mais quasiment. Dans quelques mois, 3 autres véhicules viendront compléter la flotte de cette entreprise familiale. Le résultat d'un travail de longue haleine pour mettre en place avec ces nouveaux camions un modèle économique pérenne. Il y a toujours un risque avec les nouvelles technologies, les nouvelles énergies, de se retrouver avec une filière qui ne se développe pas correctement. Et tout compte fait, les entreprises qui font le choix de ces nouvelles technologies se retrouvent plutôt pénalisées. Car le gaz naturel, c'est d'abord beaucoup de contraintes. Chaque camion nécessite 15 000 € d'investissement supplémentaire. La région Rhône-Alpes ne compte pour l'instant que 3 stations de ravitaillement. La grosse différence avec un plein de véhicules diesel, c'est qu'en fait on a un principe d'homme-mort qui est un contrôle de sécurité. Donc on doit obligatoirement tenir le bouton pour que le véhicule se remplisse. Un véhicule comme celui-ci, il y a 800 litres de gaz, ce qui représente en kilos environ 170 kilos. C'est une autonomie de 300 km, 300-350 km. Soit 3 fois moins qu'un véhicule diesel. Pour rentabiliser la station d'approvisionnement, il a fallu convaincre d'autres transporteurs de la vallée de l'Arve de se mettre au gaz. 3 d'entre eux se sont engagés. Nous souhaitons également utiliser cet argument écologique pour faire aussi nos affaires. Aujourd'hui, nos clients sont de plus en plus intéressés par la problématique écologique et donc nous, on répond également à une demande naissante de leur part. Si l'État soutient financièrement les transporteurs, les collectivités locales, elles aussi, prennent le pas. Dans quelques mois, cette station d'épuration près de La Roche-sur-Foron produira du biométhane, capable d'alimenter en gaz les véhicules. Une première en France. On est concerné comme tout le monde, on parle de pollution aujourd'hui un peu partout, on est dans une vallée de l'Arve qui est assez étriquée et donc il faut qu'on joue ce jeu-là et au contraire, c'est une responsabilité collective qu'on a prise. En 2016, les camions de Pascal Mechevant et une dizaine d'autres seront scrutés à la loupe pour chiffrer précisément leur impact sur l'environnement. Et nous partons maintenant en Ardèche à la découverte de nos nouveaux voisins de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a 6 ans, un Ardéchois imaginait un des premiers sites français de vacances en cabane perchée dans les arbres. Aujourd'hui, son concept est en passe de s'exporter. Reportage Vanessa Fize et Nicolas Ferraud. Du rêve à la réalité, 10 ans se sont écoulés. 10 ans pour concevoir ce premier village français de cabanes perchées. 10 ans pour s'accorder avec l'Office national des forêts, la commune, la préfecture ou les pompiers pour établir les normes de sécurité et de respect de la nature. Le résultat, le voici, un ensemble de 9 logements dans les arbres qui de mars à novembre ne désemplit pas, tout comme le deuxième site ouvert par la suite.
On est complet depuis l'ouverture, depuis le 1er avril 2009, je suis complet. Je reçois 3000 clients sur l'ensemble de mes 2 sites actuels. Le retour est très bon. Et puis je pense que le client vient chercher aussi ce qui nous manque actuellement. C'est peut-être aussi un peu de se ressourcer dans cette vie, dans la vie actuelle qui n'est pas si facile que ça, quoi. Le succès de Jean-Luc Brotte n'est pas passé inaperçu et l'hébergement touristique insolite a le vent en poupe. Alors un groupe financier luxembourgeois s'est intéressé au concept et a proposé de le développer à grande échelle. CGS prévoit d'ouvrir de nouveaux sites sur la base de cette idée ardéchoise, d'abord en Rhône-Alpes, puis d'ici 5 ans dans le sud et l'ouest de la France. L'investissement prévu est important, plusieurs centaines de millions d'euros pour des ensembles touristiques qui comprendront un tiers de cabanes dans les arbres. Ça va être générateur d'emplois parce que nous-mêmes, nous allons avoir des gens qui vont être sur place pour s'occuper de nos clients. Mais ensuite, nous allons avoir toute une logistique autour, à la fois, je dirais, sur les services de l'hôtellerie classique et puis sur la restauration, voire même développer peut-être des petits commerces d'artisanat locaux. La levée de fonds est prévue pour mars prochain. Le groupe prospecte déjà pour trouver les nouveaux terrains. Et nous recevons André Faucon. Bonsoir André. Bonjour. Alors vous êtes délégué régional de France 3 et depuis la rentrée, les spectateurs et nous le constatons, nous découvrons au quotidien les autres départements comme on vient de le faire ici en Ardèche, de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi cette nouveauté dans le journal des Alpes ? Justement parce que tout a changé depuis le 4 janvier. Il y a de nouvelles régions, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme vous l'avez dit dans le lancement de ce sujet. Il se trouve que France 3 a décidé de conserver ses antennes de proximité, ses implantation régionale. Et donc, tous les jours à midi et tous les soirs, on a encore le journal régional de Grenoble, des Alpes, le journal régional de Rhône-Alpes à Lyon et celui de Clermont-Ferrand en Auvergne. Mais depuis le 4 janvier, on a décidé d'explorer un peu les terres voisines, d'aller voir ce qui se passe en Auvergne, ce qui se passe aussi dans les autres départements de Rhône-Alpes. L'idée, c'est de découvrir peu à peu ce qui fait l'entité Auvergne-Rhône-Alpes. Évidemment que du jour au lendemain, cette grande nouvelle région n'existe pas forcément, mais nous, l'intention, c'est de vous la faire découvrir et que finalement les téléspectateurs se l'approprient. Et autre nouveauté, les horaires des programmes ont légèrement changé. Nouveauté de la rentrée, on essaie de donner une plus grande exposition, une meilleure exposition aux programmes régionaux et donc on a modifié quelques horaires, notamment Chronique d'en haut, le dimanche à 12h55 parce que là il y a plus de téléspectateurs disponibles devant la télé et puis le documentaire régional le lundi soir, après le soir 3, là aussi c'est une très belle exposition pour les programmes régionaux et puis n'oubliez pas évidemment les Alpes sur un plateau, c'est dimanche toujours à 12h30, à 11h30. Avec Valérie Chastelan. À vos programmes, prêts, partez. Donc, merci Absolument. André Faucon. Je vous rappelle, pour terminer, cette alerte météo, fort risque d'avalanche sur tous les massifs des Alpes. Température douce, grosse chute de neige et manteau très instable. Risque de provoquer des avalanches sur tous les versants. Le hors-piste est très fortement déconseillé ce week-end.